bonsoir. Bonjour Jessica. Bonsoir Dolores. Merci d'être ici, de faire donc un crochet sur le plateau du média, puisque vous ne vivez pas en France métropolitaine. Donc l'idée, c'est de parler avec vous justement de cette question du chlordécone qui commence à prendre de plus en plus de place. En tout cas, on aimerait qu'elle en prenne plus dans le débat public. Elle prend aussi de la place dans le débat politique. C'est un sujet, un vrai enjeu, voire même un enjeu électoral. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Pour rappel, cet insecticide est interdit aux États-Unis. On l'appelle le poison des Antilles parce qu'il serait responsable des taux de cancer de la prostate les plus hauts, donc en Martinique et en Guadeloupe. Et donc vous avez décidé de travailler sur cette question en tant qu'autrice de BD. Avant d'aller plus avant dans le sujet avec vous, donc Jessica, je souhaiterais vous faire regarder cet extrait de la rencontre d'Emmanuel Macron avec les maires de villes antillaises dans le cadre de la consultation pour le grand débat national qui a eu lieu début février. C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du chlordécone. C'est la première fois. Le lien direct et la qualification de cancérigène, il faut que les études se poursuivent. Je ne dis pas il est impossible qu'il y ait un lien. Je dis moi, personne ne m'a établi le fait qu'il y avait un lien direct. Donc je ne veux pas créer d'angoisse. Donc moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marquée et où je me suis même dit, mais il ne me semblait pas qu'on pouvait réfuter le caractère cancérigène du chlordécone. Vous, quand vous regardez cette vidéo, sur ce point-là, pour commencer, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un point à lire en relation aussi avec le discours qui a été le sien quand il est venu en Martinique en septembre 2018, au cours duquel il a dit... Face au chlordécone, il y a une responsabilité collective finalement à avoir. Et donc, il ne s'agit pas donc de pointer du doigt la responsabilité directe de l'État, unique, mais de dire que finalement, les enjeux sont globaux, collectifs, et qu'il faut donc apporter une réponse collective à la gestion du problème. Quand il dit ça, il dit aussi, à la grande surprise générale, qu'en effet, il ira dans le sens des études qui diront que le chlordécone est source de maladies et donc que ces maladies seront reconnues au titre des maladies professionnelles. Donc en gros, que la sécurité sociale sera en mesure d'indemniser éventuellement les travailleurs agricoles de la canne qui ont été les premiers exposés, de la banane, qui ont été les premiers exposés à la molécule. Donc, à ce moment-là, on se dit chouette, il y a une grande avancée. Cette avancée, elle se fait même pas un mois avant le colloque scientifique sur le chlordécone, premier colloque sur le sujet qui a eu lieu mi-octobre donc en Martinique. Puis finalement, 3 mois plus tard, lors de cette séquence donc outre-mer avec nos représentants des outre-mer lors du débat national, il réfute le caractère cancérigène du chlordécone, alors que celui-ci est attesté depuis 1979 par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc ça ne fait même pas de doute, mais finalement, quand il le dit lors de cette séquence publique, lui-même, il institutionnalise une culture du doute. C'est-à-dire qu'il met en place, selon moi, tel que je lis ça, c'est-à-dire toujours dans ce court moment de septembre à février, je me dis qu'il dit des choses en septembre, puis revient dessus en disant « on ne m'a pas démontré ». Tout en disant d'ailleurs aux gens dans l'extrait, en tout cas aux représentants donc, des Outre-mer, que justement il ne veut pas alerter en disant qu'il y a en fait effectivement ce lien de cause à effet. Oui. Pour quel gain ? Alors on le sait, parce que d'autres questions de santé publique, d'autres affaires, et notamment l'amiante, ont eu lieu depuis 1975, on sait que la bataille juridique, institutionnelle, sanitaire est très longue pour faire reconnaître donc une molécule comme la responsable d'une maladie en particulier. Dans le cas de l'amiante, ça a mis 20 ans. De 1975 à 1995, et par ailleurs, l'amiante était responsable d'un cancer en particulier, celui de la plèvre. Donc une fois que celui-ci était fléché, il était beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que notamment l'épidémiologiste Pesra qui a travaillé dessus, il a passé 30 ans à travailler sur le dossier, donc c'est pas rien. On sait que dans le cas du chlordécone, c'est la communauté médicale, la première, qui dans sa patientèle a vu un nombre important d'hommes venir se présenter avec des cancers de la prostate. Aujourd'hui, on est environ 600 nouveaux cas de cancer de la prostate en Martinique. Donc c'est vraiment, finalement, l'émotion de cette communauté qui a permis de dire il y a forcément quelque chose dans notre environnement pour qu'un territoire aussi petit que le nôtre, 400 000 personnes, donc je le rappelle en Guadeloupe, et 400 000 personnes à peu près en Martinique, présentent des cas aussi importants en croissance exponentielle, donc de cancer de la prostate. Mais encore une fois, pour établir ce lien,
il faut de nombreuses études. Des études qui généralement sont financées par l'État. Et si l'État, derrière, est réticent à faire admettre ce lien de causalité, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, notre président, en dépit de ce qu'on appelle très clairement la continuité de la responsabilité politique, parce que ce n'est pas lui qui l'a instauré le chlordécone, ce n'est pas un dossier qui date de son mandat, aujourd'hui, on peut entendre, je ne dis pas comprendre, mais entendre qu'il puisse être frileux à l'idée d'avoir à gérer ce dossier. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire, si on reconnaît le lien de causalité, mais c'est sans doute des millions d'euros à débourser pour pouvoir venir en aide aux victimes. Donc j'imagine les travailleurs agricoles, mais pas que. Donc aujourd'hui, on sait que le chlordécone, les résidus de chlordécone se trouvent dans la terre, dans la nappe phréatique, puis dans la rivière et dans les mers. Toute la chaîne alimentaire, notamment dans le croissant bananier de la Guadeloupe. Alors je parle spécifiquement de la Guadeloupe parce que j'habite là et que mon enquête en Martinique va se poursuivre donc courant mars. Mais, donc on sait très bien que la molécule est présente dans tout notre écosystème. Donc finalement, quand on parle de victimes, de qui on parle ? Il y a les victimes du premier cercle. Donc les travailleurs, comme on l'a su pour l'amiante. Donc c'était les premières personnes qui concevaient la fibre d'amiante. Mais après il y a le deuxième cercle, les usagers notamment de l'université de Jussieu. Et donc là, pour nous, le deuxième cercle, c'est notamment les riverains qui habitent en bordure d'exploitation agricole, mais pas que. Ensuite, c'est le consommateur et donc du coup le citoyen. Et il faut pouvoir quantifier ça. Aujourd'hui, les études montrent que pour l'amiante, on va arriver à peu près 100 000 personnes à indemniser. 100 000 personnes. Je ne sais pas combien on indemnise une personne, mais imaginez-vous 100 000 personnes, c'est énorme. Donc sur l'échelle de nos populations, si on décide d'indemniser, mais ça se trouve, il va peut-être falloir qu'on indemnise 800 000 personnes. 800 000 personnes. Je ne sais pas. Ça pose vraiment des questions. Quand j'entends des personnes qui sont du côté de la réparation, je comprends leur combat, c'est-à-dire faire reconnaître qu'il s'est passé quelque chose en termes de pollution qui relève donc du secteur industriel et que les populations sont aujourd'hui considérées comme un vague dommage collatéral de la mauvaise utilisation de ce pesticide. Mauvaise utilisation, pourquoi ? Parce que le caractère cancérigène de la molécule était connu depuis 1979, qu'en 1975, il y a eu ce fameux incident dans l'usine de production à Hopewell en Virginie aux États-Unis, où les travailleurs qui produisaient le chlordécone, appelé sous son nom commercial Kepon, ont présenté de graves troubles neurologiques et testiculaires. Le gouvernement américain a décidé l'année suivante d'arrêter de produire le Kepon et d'arrêter sa commercialisation, sa circulation sur le marché américain. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'un industriel français le rachète pour l'utiliser dans les départements d'outre-mer. Donc vous travaillez sur un ouvrage qui va s'appeler Tropiques toxiques. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui vous a décidé à commencer à enquêter sur ce sujet ? Donc je me suis installée en Guadeloupe en février 2018, donc quelques mois après la sortie de Pays en nous. Parce que, d'une part, Pays en nous m'a donné envie de, moi, faire un pas plus resserré vers mon histoire familiale. Pendant 2 ans, pour écrire ce roman graphique, je faisais des allers-retours entre Paris, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Et finalement, je me suis aperçue que si j'étais née en France, c'est parce que mon grand-père, à un moment, était parti en 1974, que ma mère l'avait suivi, et qu'il n'y avait rien de l'ordre de la fatalité à être née à Paris et à ne pas être née au Gosier ou à Fort-de-France, comme mes parents avant moi, donc une trentaine d'années auparavant. Donc j'ai eu envie de refermer la boucle de la migration, ma boucle personnelle, puisque mes sœurs ont fait le choix, elles, de rester. Mais moi, à mon niveau, j'avais envie de me réécrire une part d'histoire, une tranche de vie, finalement, que mes parents n'ont pas connue, puisqu'ils ont quitté leur territoire quand ils avaient 15 et 16 ans, et de vivre cette tranche de vie de ma trentaine d'années en Guadeloupe. Et en arrivant en février, il y a eu cette période où il y avait énormément de sujets radio et télé sur le chlordécone. Et je découvrais ce nom qui me semble encore un peu barbare à l'oreille pour la première vraie fois. C'est-à-dire qu'on m'en avait un peu parlé avant que je parte. Mais là, j'en entendais parler de façon étayée, des journalistes en parlaient de façon même colérique au micro, des auditeurs appelaient pour signifier leur consternation.
Et puis quand je commençais à mettre ce sujet en discussion avec des membres de ma famille, ma grand-mère, puisque j'habite avec elle, c'est elle qui fait les courses, elle achète pas mal de légumes racines. Je lui disais, mais mamie, je viens d'entendre ça à la radio, qu'apparemment les légumes racines seraient contaminés, mais est-ce que tu sais comment tu achètes tes produits ? Où est-ce que tu les achètes ? Et elle me disait au moins cher. Et les moins chers, en allant sur les marchés, on s'aperçoit qu'ils viennent du Costa Rica. Et que le Costa Rica, n'étant pas l'Union européenne, est soumis à d'autres législations en matière d'utilisation de pesticides. Et quand je mettais cet objet en discussion avec des chercheurs, et notamment des chercheurs agronomes, ils me disaient, mais attends, eux, ils ont utilisé encore plus de poison que nous, quoi. Donc, quand on vous dit ne mangez plus de légumes racines, c'est-à-dire quand on vient stigmatiser l'agriculture locale, attention, méfiez-vous. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de traçabilité comme ici en France métropolitaine où on étiquette tous les produits, donc tous les légumes, que ça veut dire qu'ils doivent être suspicieux. Non, sachez que la meilleure manière de bien consommer, c'est de bien connaître son producteur. Et à partir du moment où vous connaissez bien votre producteur, vous pouvez lui faire confiance et vous pourrez donc éviter le danger. C'est notamment ce que me disait Jean, mais en passant un peu en revue les quelques personnes du réseau social que je commençais à développer, j'entendais qu'il y avait des avis très divergents. Et toutes ces choses tout ce qu'on me disait restait à l'état d'hypothèse, d'avis, de doute, de croyance, et que la croyance, elle peut laisser place justement à des formes de doute qui pour moi ne sont pas tolérables dans un contexte où il est possible, fortement probable, et les études sont en train d'aller dans ce sens-là, que notre environnement peut être une source d'exposition à donc une molécule toxique qui, elle, peut être génératrice, en deuxième effet, de maladies. Le chlordécone, il apparaît dans le débat national, dans le débat public aujourd'hui depuis, 1 an et demi ou 2. Sauf qu'on sait qu'en 2006, une plainte a été déposée par un groupe d'avocats, notamment maître Harry Durimel pour la partie guadeloupéenne et plein d'autres personnes qui l'entourent. Donc 2006, ça fait déjà bientôt 13 ans. Et depuis une dizaine d'années déjà, les principaux acteurs des filières agricoles et pêche, soumis à des réglementations imposées par la préfecture, donc pour certains, ont dû fermer leur aquaculture. Pour d'autres, se sont vus fermer des zones de pêche de façon partielle ou totale. Donc ça veut dire qu'il a fallu reculer, aller de plus en plus loin dans la mer pour aller pêcher du poisson. Certains éleveurs ne peuvent plus élever leurs animaux à même le sol. Donc on est en train de développer depuis des années parfois des expériences d'agriculture hors sol. Donc il y a bien 10 ans que ces personnes-là ont à gérer la pollution. Et aujourd'hui, depuis 30 ans, les scientifiques produisent des études sur le sujet. Alors, ne serait-ce que pour le cas guadeloupéen, on a le professeur Blanchet qui a sorti une étude qui s'appelle Caruprostat, donc en association avec le professeur d'épidémiologie Multinier. Donc Caruprostat dit, en gros la conclusion, dit qu'à partir de 0,01 microgramme de chlordécone par litre de sang, cette dose augmente le risque de survenue du cancer de la prostate chez l'homme. Il y a le professeur Cadel, obstétricien à l'hôpital au CHU de Pointe-à-Pitre, qui a fait une étude sur une cohorte d'enfants de 0 à 7 ans. Donc on sait aujourd'hui que le chlordécone est phétotoxique, donc que la maman le transmet au fœtus pendant la période de gestation. Il a bien montré également qu'une exposition accrue au chlordécone pouvait augmenter les risques de prématurité chez l'enfant. Donc, ces études, elles sont faites en milieu hospitalier, par la communauté scientifique, mais il est souvent difficile de leur donner un caractère public et surtout de leur donner une dimension, une forme qui soit suffisamment souple, entendable, compréhensible par le plus grand nombre. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai, moi, eu envie de faire remonter les questions que se posait la population, ou moi, les questions que je me posais au regard de la manière dont la population semblait réagir au sujet, et les données qui existent aujourd'hui, qui sont produites, que ce soit par les ingénieurs agronomes sur de nouvelles techniques d'élevage, que ce soit venant des chimistes. Donc là, je travaillais aussi avec une chimiste, Sarah Gaspard, qui est en train de mettre au point une technique de dépollution, parce qu'on sait que la contamination, en fonction de la nature du sol, sera de plus ou moins 500 ou 600 ans. Donc, à ce moment-là, on se dit, il n'y a plus rien à faire. Et souvent, je pense que les gens jettent le bébé avec l'eau du bain. Elle arrive en disant,
Non, avec des techniques telles le charbon actif, il est possible de réduire la pollution. Donc c'est quand même une avancée significative, mais combien de personnes le savent? Et du coup, combien de personnes sont en mesure de se ranger derrière elles pour faire évoluer ce travail-là? Parce qu'il y a une différence entre un travail de laboratoire et un travail d'expérimentation à grande échelle. Et pour ça, il faut de l'argent. Et pour mobiliser de l'argent, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à soutenir ce type d'initiative et à en comprendre les fondements. Est-ce que vous avez rencontré justement les producteurs de bananes, ceux-là même qui justement étaient au cœur du maintien continu de l'épandage en fait de ce pesticide poison? Pas encore. J'ai prévu donc de rencontrer des responsables de l'UGPBAN, qui est donc l'Union des producteurs de bananes, afin justement d'essayer de mieux comprendre finalement comment cette entreprise qui en plus aujourd'hui se dit, et on l'a vu au moment de la route du Rhum, une banane bio, de qualité, en phase finalement avec une responsabilité sociétale et environnementale. Comment, bon, dans un secteur qui est aussi contraint, parce qu'il faut produire des tonnes et des tonnes, la banane finalement c'est plus un produit d'exportation qu'un produit de consommation locale, puisque 70% de la banane produite aux Antilles est à destination du marché métropolitain. Donc forcément ça veut dire qu'on a une obligation de produire un certain nombre de volumes, et pour respecter ces accords, il faut utiliser des pesticides. On est dans des climats donc tropicaux, il fait chaud, la banane donc est régulièrement attaquée, surtout après des intempéries, par des insectes, et c'est notamment la raison pour laquelle le chlordécone a été mis au point pour lutter donc contre le charançon du bananier. Donc je n'ai pas encore rencontré de responsables, de représentants de l'UGPBAN, je me documente sur eux et j'entends les rencontrer en Martinique lors de mon voyage en mars. Ils sont quand même souvent présentés comme co-responsables de la situation. Est-ce qu'on peut considérer justement qu'ils ont aussi à répondre de certains de leurs actes et du fait surtout qu'après une première interdiction posée en France métropolitaine, le fait qu'ils aient voulu écouler leur stock a fait que du coup on a amplifié finalement le phénomène potentiel d'exposition des personnes au chlordécone? Si on s'en tient à la définition du principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que l'entreprise qui aurait utilisé soit tel pesticide ou qui, dans le cas de l'amiante, donc a utilisé de l'amiante alors qu'elle savait donc, que c'était un agent nocif donc, pour la santé, une fois que le lien de causalité est établi, l'entreprise doit payer. Donc, puisqu'il est établi, et donc là c'est très factuel, donc Ivayot en 1993, alors que l'interdiction d'utiliser le chlordécone était arrivée en février, à l'été, il me semble en février 90, alors que l'interdiction donc d'utiliser le chlordécone avait été posée, lui demande une dérogation pour écouler des stocks non pas disponibles, parce qu'apparemment, mais je n'ai pas encore moi les documents, donc je le dis entre guillemets, mais au conditionnel, il aurait racheté les stocks des producteurs qui en auraient encore eu à ce moment-là, parce que leur prix du coup était dévalué, puisqu'ils n'avaient plus la possibilité de les utiliser. Et donc, ce monsieur, parce qu'il fait partie donc, des familles françaises les plus riches et donc très proches du pouvoir politique, parvient à obtenir une prorogation de l'utilisation du chlordécone, alors qu'on le sait, hein, c'est toxique, c'est nocif pour la santé, mais finalement, sous couvert d'intérêts économiques, ce monsieur va pouvoir, au bénéfice d'une politique quand même, il faut le dire, un peu frauduleuse, utiliser pendant quasiment 3 années de suite donc, ce même produit interdit en France métropolitaine, mais utilisé donc, dans les départements d'outre-mer. Vous, est-ce que vous savez si les producteurs de bananes, justement, quelle part justement ils prennent eux au débat? Pour l'instant, moi, vu de ma place, hein, encore une fois, je suis en Guadeloupe depuis 1 an, je les sens relativement silencieux et absents. Quand finalement j'écoute des sujets radiophoniques ou télévisés, il n'y a pas de représentants du secteur de la banane, non. On a des portraits d'exploitants agricoles, d'ouvriers même agricoles, de personnes qui ont épandu
le produit et qui nous expliquent comment elles faisaient, qui reviennent sur l'histoire de l'itinéraire technique, ce qu'on appelle l'itinéraire technique donc, de la banane. Pour avoir une banane exportable, voilà ce qu'il faut faire et donc notamment utiliser tel pesticide et l'utiliser à telle fréquence. Et donc toutes ces personnes, à travers finalement des portraits très biographiques, relatent leur relation au produit. Mais les industriels eux-mêmes sont très peu présents, enfin, voire même absents, il faut le dire, des débats en cours sur le sujet. Que dit l'Europe justement par rapport à cette question du chlordécone ? Le chlordécone, finalement, est une affaire éminemment franco-française en termes de législation. C'est-à-dire que la législation européenne en matière d'usage des produits phytosanitaires a évolué de façon significative à partir de 1979. Avant, c'était surtout les législations nationales qui géraient la mise en circulation sur le marché des différents produits. À partir de 1979, il y a des critères, des normes qui caractérisent le type de produits qui peuvent aller sur le marché. Notamment, une de ces normes, alors je ne les ai plus toutes en tête, mais une de ces normes dit à partir du moment où on va retrouver un agent nocif, donc actif dans l'eau, à partir du moment où il va avoir un caractère soluble et qu'il va passer du sol à l'eau, il est interdit. Et une des particularités du chlordécone, c'est justement de pouvoir passer de la terre à la nappe phréatique et aller jusque dans les eaux. Sauf que cette législation-là, elle arrive en 1979. Et le chlordécone, on le sait, est mis en circulation en 1975 aux Antilles, alors qu'en 1968 et en 1969, la commission des toxiques, qui elle donc dépendait du ministère de l'Agriculture français, avait refusé son utilisation. Mais quelques années plus tard, le chlordécone recevra un accord provisoire pour une mise en circulation. Et de provisoire, finalement, on ira jusqu'en 1993. Concrètement, en fait, pour vous, qu'est-ce que symbolise le chlordécone et le fait qu'on ait tant de mal à s'emparer concrètement du sujet et à protéger les citoyens qui sont exposés à ce produit? On peut avoir une lecture postcoloniale de la situation. On peut avoir une lecture aussi racialisée de la situation, parce que Yvayotte, il faut le dire, il faut bien le nommer. Donc, si on le catégorise par rapport à ce qui constitue, nous, un système de colorométrie aux Antilles, c'est un béquet. Un béquet, c'est un descendant de propriétaires d'esclaves. C'est un colon, c'est un descendant de colons. Et donc, certaines personnes qui adoptent une lecture racialisée de la situation se disent un descendant donc, de colons a utilisé un produit nocif sur des descendants de personnes mises en situation d'esclavage. Vous voyez ? Donc il y a plusieurs, pour moi, manières de lire la situation, mais quand je monte d'un cran, quand je dépasse la question postcoloniale, qui reste une question fondamentale, je ne dis pas le contraire, je dis juste quand je monte d'un cran, et que je regarde finalement, ne serait-ce qu'aujourd'hui, l'autorisation qui a été faite, la reconduction de l'utilisation du glyphosate jusqu'en 2022, en dépit de la pression citoyenne, en dépit de la contestation citoyenne et de la pression médiatique. Je me dis, là, il ne s'agit pas de population, on ne va pas parler d'afro-descendants, etc. Le glyphosate, c'est un problème mondial. Donc, quand on a cette lecture-là des choses, on se rend compte que le cas du chlordécone est très significatif d'une époque où, du fait d'un besoin de produire à grande échelle, l'intérêt des populations, la question de la préservation de la santé des populations est fortement laissée de côté. C'est-à-dire que quand on a une pétition de plus de 100 000 personnes pour dénoncer l'utilisation du glyphosate et que finalement les politiques qui sont les nôtres nous disent « Ah ben non, les laboratoires mandatés ont remis des rapports gros comme ça qui reviennent sur le caractère nocif de tel produit. Au contraire, c'est sans doute un des produits, pas les meilleurs, mais qui présentent le moins de risques aujourd'hui ». Il y a de quoi douter, mais c'est ce que je vous disais aussi, il y a sans doute cette culture du doute institutionnalisée, d'un côté des laboratoires, des entreprises qui mettent en place des produits phytosanitaires, qui hébergent elles-mêmes leurs laboratoires, ces laboratoires qui produisent donc du coup des labos pour faire en sorte que ces produits reçoivent un agrément, et les agences européennes, donc l'ECHA et l'EFSA, consultent ces rapports et se disent oui, ces rapports sont de bonne qualité, il n'y a pas à remettre en question donc la véracité scientifique des conclusions qui sont fournies. Le chlordécone, ça s'inscrit aussi dans ça. Et comme je le disais tout à l'heure, l'amiante, c'était de 75 à 95.
Le chlordécone, c'est exactement la même période, c'est exactement la même histoire, c'est exactement le même laisser-aller politique, c'est exactement la même croyance en le fait que l'économie, le système de production, que la croissance est fortement nécessaire. Et vous le disiez, les Outre-mer, on a tendance à l'oublier, ont quand même une place très importante dans l'économie française. On ne fait pas que de la banane. On permet notamment à la France d'avoir une des flottes maritimes les plus importantes et d'être l'un des premiers États en termes de biodiversité marine. Tout ça, ça dit, malgré tout, en dépit du fait qu'on ait une situation périphérique, le caractère central et principal, enfin pas premier, mais en tout cas fondamental de notre participation à l'économie nationale. Et donc je pense qu'on est vraiment traité à ce moment-là, en 1973, avec le même laisser-aller que ces pauvres travailleurs qui fabriquaient de l'amiante alors qu'on en connaissait la toxicité depuis le début des années 1900. Et ces travailleurs-là, ils viennent de la France arc-en-ciel, de tous les coins des régions françaises, métropolitaines. Mais là où il y a peut-être une spécificité, c'est que la société antillaise, la Guadeloupe et la Martinique, sont nées aussi d'une histoire donc, de lutte entre des colons, entre des colons et des esclaves, des personnes réduites en esclavage. Et donc, forcément, la lecture qu'on a de la situation d'aujourd'hui ne peut pas être complètement faite en décorrélation de cette histoire-là. Le fait d'enquêter sur ce sujet, est-ce que ça vous a donné d'autres modes de fonctionnement ? Comment vous, finalement, vous vivez, mangez, travaillez en étant sereine et en évitant de prendre le moins de risques possible avec le chlordécone ? Alors justement, de la sérénité, j'ai mis beaucoup de temps à en avoir. Je suis arrivée en février et à partir de mars-avril, j'ai commencé à avoir énormément de difficultés à manger. Des choses comme des légumes racines parce que je ne connaissais pas leur provenance et que la préfecture, donc dans des documents de communication qu'elle produit, la préfecture de Guadeloupe, mais la préfecture de Martinique fait exactement la même chose, conseille de ne pas dépasser un certain volume en termes de consommation donc, de légumes racines par semaine, alors que ça constitue une des bases de notre alimentation, hebdomadaire. Donc, moi, je ne suis pas là à peser si je mange 200 grammes d'igname ou 300 grammes de patates douces. Donc, tout ça a été très difficile. Pourtant, c'est exactement la cuisine que ma grand-mère prépare. Ensuite, donc, j'ai compris que la poule excrète le chlordécone par l'œuf. Donc, du coup, j'ai commencé à arrêter de manger des œufs. Alors que très régulièrement, on a ce qu'on appelle des bokits, donc des petits sandwichs, des beignets quoi, avec du jambon, du fromage et parfois des œufs. J'ai commencé à arrêter d'en manger. J'ai commencé aussi à douter du poisson que je consommais parce qu'on sait aujourd'hui que certaines zones de pêche sont fermées, mais il n'y a pas forcément de système de traçabilité. Après, ma grand-mère a le même pêcheur depuis une vingtaine d'années et elle lui fait entièrement confiance. Mais j'ai appris récemment que les pêcheurs enregistrés au comité des pêches ont un macaron et que ce macaron est censé venir sécuriser la population dans son acte d'achat pour dire, voilà, ce pêcheur est au courant de la nouvelle réglementation et pêche dans des zones prévues à cet effet. Sauf que moi, je ne l'ai jamais vu, ce macaron. Et quand j'interroge ma grand-mère, elle me dit « de quoi tu me parles ?» Donc, c'est vrai que ça a été très difficile. Je ne suis pas du tout le bon exemple à suivre parce que je me suis rapidement mise à manger du surgelé. Et je ne veux pas du tout que ce soit ce que les gens fassent. C'est pas du tout un message, c'est pas un appel. Là, moi, j'habite chez mes grands-parents, mais je vais m'installer seule et j'ai envie d'avoir mon potager. Je suis très admirative donc dans la culture créole, donc de ce qu'on appelle le jardin créole. Donc ce sont des jardins familiaux. Il y a énormément de personnes qui font ça. Et je pense que c'est aussi déjà une base de notre culture et aussi un des moyens de sécuriser sa production et un des moyens de revenir à un rapport à l'environnement, à la terre, qui est lui beaucoup plus fécond en termes de sources d'épanouissement, de connaissance de soi, de connaissance de l'environnement qui nous entoure et puis de maîtrise, de gestion aussi de cette pollution à notre échelle. Donc oui, moi, ça m'a beaucoup questionné et je me suis rendu compte que mes questionnements n'étaient pas forcément ceux des personnes qui m'entourent. Donc mes petits cousins, quand j'en discutais avec eux, ils ont 16 et 18 ans et je leur disais « Mais qu'est-ce que vous connaissez du chlordécone ? Est-ce qu'on vous en parle à l'école ?» Et ils me disaient «
Ah oui, c'est le truc qui se trouve dans la banane, mais moi j'arrête de manger des bananes. Le chlordécone n'est pas dans la banane, vous voyez? Et donc, l'objectif pour moi vraiment à travers Tropique Toxique, c'est de démystifier les croyances, et notamment les croyances erronées autour donc, du chlordécone, de bien qualifier ce qu'est cette molécule, un agent phytotoxique, qui pose problème au fœtus, un agent qui a des aspects neurologiques et reprotoxiques, donc qui peut jouer sur la fertilité. Et ensuite de dire comment il est présent dans notre environnement. Aujourd'hui, on a une cartographie donc, du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, mais c'est une cartographie du risque. C'est-à-dire, on se dit, ah là, il y a eu de la culture de la banane, potentiellement, il y a du chlordécone. Mais ce n'est pas pour ça que la totalité des parcelles contiennent du chlordécone. Et donc, toutes ces parcelles-là, dans leur totalité, ne doivent pas être condamnées. On peut les transformer, on peut en faire autre chose. Il y a des exploitants agricoles qui ont des exploitations à échelle humaine qui arrivent à faire de la banane bio, à ne pas utiliser de pesticides. Donc pour moi, c'est aussi, j'ai envie d'un message d'espoir. Ça s'appelle Tropique Toxique, parce que j'avais vraiment envie, inspiré par Triste Tropique de Lévi-Strauss, de renverser le miroir, de dire souvent quand on nous regarde de loin, et notamment de France métropolitaine, on nous regarde à travers un prisme exotique. J'avais envie de dire, vous qui venez notamment en vacances dans ces territoires-là, qui sont des petits bouts de France, nous ne sommes pas des produits exotiques, mais sachez que les terres sur lesquelles vous allez marcher et vivre avec nous quelques jours ou une semaine ou plusieurs semaines sont, elles, toxiques. Et on ne peut pas m'en vouloir ou me dire que je force le trait à partir du moment où on reconnaît que le chlordécone est un agent ultra toxique, présent dans nos sols pour au moins 600 ans. Quand est-ce qu'il va sortir cet ouvrage ? Il va sortir en octobre 2020. Là, moi, je fais mes recherches jusqu'en juin, juillet, et je vais écrire mon scénario de juillet à décembre de cette année. Après, ce sera une phase de mise en planche. Il y aura une résidence de création avec une photographe, Vinciane Lebrun-Verguetten, et un dessinateur, une dessinatrice qui reste donc à trouver. Donc, si il y a des gens qui sont intéressés par les sujets environnementaux, il y a encore une place dans notre trio. Et à partir de janvier, une fois qu'on sera vu en résidence de création 2 semaines donc en Guadeloupe et en Martinique, ce sera la phase de mise en plan jusqu'en août. Et la BD, elle sortira en octobre. Octobre, ça n'est pas une date anodine. Le rapport du plan Chlordécone 3, qui est un plan donc, de prévention et de gestion de la pollution qui a été mis en place par l'État français il y a 3 ans et qui va arriver à son terme en juin 2020, ce rapport sortira entre juin et juillet. Je fais la supputation que ce rapport est à un angle très institutionnel. Mais c'est normal, c'est un rapport d'État. Et moi, j'avais envie de ramener un peu de complexité et une lecture plurielle, d'autres points de vue à travers Tropique Toxique, en sortant donc, cet ouvrage qui sera écrit avec tout le sérieux et toute la méthodologie et toute la rigueur qui ont été celles et ceux mobilisés dans le cadre de l'écriture de Pays en nous. Mais l'idée, c'est vraiment de donner une contre-lecture à une information officielle. Peut-être qu'on se rejoindra, et j'espère qu'on se rejoindra en certains aspects. Ça voudra dire que les choses évoluent, à mon avis, dans un sens de meilleure prévention de la santé des populations. Mais si ce n'est pas le cas, l'objectif de Tropique Toxique, c'est aussi de pouvoir faire entendre la voix de personnes comme des scientifiques dont finalement notre président dit qu'il n'a pas encore entendu, vu, validé les propos, alors que ces mêmes personnes, professeurs illustres de l'INSERM et d'autres institutions, sont reconnues pour le travail qu'elles fournissent. Et j'entends bien faire entendre la voix de leurs travaux et de leur dur labeur à travers ce roman graphique. Merci beaucoup, merci d'être passé. Bon retour en Guadeloupe et à très bientôt. On va continuer de suivre en tout cas l'aventure de cet ouvrage. Merci Dolores, à très bientôt. À bientôt.